Bonsoir, je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc je vous remercie de venir et de participer à nos rendez-vous de l'écho. Ce sont des rendez-vous qu'on organise avec un rythme de, on va dire, de 4 à 5 points de rencontre qui peuvent prendre la forme de conférences ou alors de débats tour de table sur des sujets en lien avec les problématiques qui sont traitées sur notre site, donc à la faculté d'économie, à travers à la fois les enseignements mais aussi nos programmes de recherche académique. Donc nous en sommes au deuxième rendez-vous de l'année. On a eu une conférence organisée il y a un mois et demi avec une intervention de la Banque de France sur les questions liées à l'inflation et aux difficultés des entreprises. Donc ce soir, on a la chance d'accueillir un panel pour cette table ronde sur la mobilité douce qui est extrêmement intéressante, avec des représentations à la fois de la métropole, mais également Vélocité et puis Enerfip. Donc on a un panel qui regroupe collectivités, associations et entreprises. Je remercie le Midi Libre pour le partenariat qu'on a avec le Midi Libre, donc Olivier Biscay qui n'a pas pu être là aujourd'hui, et je remercie très fortement Cathy Soun de bien avoir accepté d'animer la table ronde ce soir. Et je remercie également Enerfip, puisque c'est suite à une discussion avec Enerfip qu'on a effectivement décidé de centrer aujourd'hui le débat sur cette question, le débat, en tout cas l'échange sur la question de la mobilité douce. Et merci Mathias d'Enerfip pour nous avoir aidés dans l'organisation de cette manifestation. Alors, je vous remercie donc d'être présent. On a aussi une connexion avec une retransmission directe sur la chaîne de l'université et un redéversement sur le site de Midi Libre. Et donc, c'est toujours la problématique dans l'hybride, c'est que ça prive d'une partie en présentiel, mais en tout cas, je compte sur votre participation et sur les intervenants ainsi que sur l'animation de Cathy Soun pour que ça puisse être un débat intéressant avec des échanges d'idées sur le sujet qui est très fortement d'actualité, notamment et en particulier pour notre métropole. Voilà, je vais laisser la parole à Cathy Soun et je vous remercie. Bonne table ronde. Merci, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue donc dans ce débat consacré aux mobilités douces dans les métropoles, comment les accélérer. Bienvenue aussi au public qui nous suit en direct sur le site de la faculté d'économie et sur midi.fr. Donc c'est un débat qui va se dérouler en présence de nos 3 invités jusqu'à 19h15 à peu près. Et puis ensuite, on fera un échange avec la salle. Donc si vous avez des questions au fil des interventions de nos invités, vous pourrez les poser dans cette deuxième partie. Donc, je suis ravie d'accueillir Julie Fraîche, vice-présidente au transport et aux mobilités actives à la métropole de Montpellier. Denis Ferrer, à côté de moi, qui donc est co-animateur du groupe infrastructure de l'association Vélocité. Et puis Julien Eustache, qui est président et fondateur cofondateur de la plateforme Enerfip. Peut-être que vous allez chacun dire un mot de plus pour expliquer vos missions aux uns et aux autres. Donc allez-y, Julien Eustache, s'il vous plaît. Vous m'entendez ? Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Julien Eustache, cofondateur d'Enerfip et président. Donc, Enerfip, en quelques mots, c'est une plateforme d'investissement dédiée à la transition énergétique et écologique. Et le principe est très simple. À partir de 10 €, vous pouvez investir la somme de votre choix sur des projets de production d'énergie renouvelable, d'efficacité énergétique ou de mobilité durable. On est une société montpelliéraine, une équipe de 37 personnes et depuis 9 ans maintenant qu'on existe, on a collecté auprès des citoyens, des citoyennes comme vous et moi, un peu plus de 400 millions d'euros. Donc vous voyez, le financement participatif, ça peut être extrêmement puissant. Julie Fraîche, sur vos missions. Bon, j'ai résumé en un mot, mais vous voulez peut-être en dire un peu plus ? Non, c'était tout à fait exact. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, Julie Fraîche, je suis vice-présidente en charge des transports et des mobilités actives à la métropole, en charge d'un sujet passionnant, mais je crois que nous aurons l'occasion d'en disserter pendant un long moment ce soir.
Et bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Denis Ferrer pour l'association Vélocité, qui est une association de bénévoles qui œuvre à promouvoir le vélo comme mode de déplacement au quotidien pour toutes et tous, et surtout pour celles et ceux qui n'arrivent pas encore à faire du vélo. Donc, on souhaite aider ces personnes à pouvoir le faire par tous les moyens dont on dispose. De sensibilisation, de proposition, de mise sous les feux de l'actualité du sujet. D'accord. Alors, en préambule, ce que je voulais vous proposer, c'était de donner une définition du terme mobilité douce, puisque chacun peut avoir la sienne entre mobilité douce, mobilité durable. Est-ce qu'il y a une différence? Vous, par exemple, c'est quoi votre définition de mobilité douce? Alors, côté Vélocité, dans les mobilités douces, qui sont finalement peut-être ce qui regroupe l'ensemble des alternatives au mode motorisé individuel, on s'intéresse plus particulièrement aux modes actifs, qui sont ceux pour lesquels on a besoin d'énergie musculaire pour lancer le déplacement, donc la marche en tout premier lieu, le vélo assistance électrique, donc qui sont pour nous un point très important des mobilités douces. Une définition que vous partagez, Julie Fraîche? Oui, pour moi, les mobilités douces, c'est tout ce qui concourt à trouver des modes alternatifs à la voiture individuelle, que ce soit la marche, le vélo, les transports en commun, l'autopartage, le covoiturage, sans exclusive. Parce qu'aujourd'hui, ce qui génère et ce qui dégrade fortement l'attractivité d'une ville, c'est la congestion automobile, dont le premier facteur est quand même l'autosolisme, c'est-à-dire le fait d'être seul dans sa voiture. Les derniers chiffres le montrent d'année en année, c'est près de 89% des automobilistes qui sont seuls dans leur voiture. Donc nous défendons sans exclusive tout ce qui peut constituer une alternative au fait d'être seul dans sa voiture. Julien Eustache? Tout a été à peu près dit, mais ce que je peux rajouter, c'est que voilà, sur une vision un peu macro, le transport dans notre pays, c'est 30% de nos émissions. Donc la mobilité douce, c'est un peu ce que vient de dire Julie Fraîche, tout ce qui permet de trouver des alternatives à ces transports qui sont émetteurs. Et donc ça passe par l'énergie musculaire, bien sûr. Ça, c'est bon pour la santé en plus, mais effectivement aussi tous les transports en commun, évidemment. Bon, en tout cas, à Montpellier, on peut se féliciter. Je crois, ces dernières années, les mobilités douces ont un essor indéniable, qu'il s'agisse des piétons ou des cyclistes. Quel regard vous portez sur cette évolution, Julie Fraîche? Je crois qu'on revient d'assez loin et qu'aujourd'hui on ne se rend pas compte du chemin déjà parcouru. Lorsqu'on sommes arrivés aux responsabilités, on sortait d'une mandature où la ligne 5 avait été abandonnée, l'extension de la ligne 1 avait été abandonnée, les lignes de bus tram ne constituaient qu'un trait noir sur une carte, les vélos étaient effectivement minorés. C'est évidemment toute la manifestation et l'engouement citoyen porté par l'association Vélocité suite aux propos qui avaient été tenus par le président Édile. Donc beaucoup de chemin a été parcouru. C'était il y a 2 ans et demi, donc c'était il y a très peu de temps. Je crois que nous avons à cœur de respecter les engagements que nous avons pris au cours de la campagne des élections municipales. Je crois que nous ne prenons personne à revers. Nous avons annoncé que nous ferons la ligne 5, l'extension de la ligne 1, que nous lancerons les bus tram, et surtout que nous ferons aussi un réseau express vélo, un réseau continu, sécurisé et cohérent pour offrir une alternative sécurisée à tous ceux qui feraient le choix du vélo, et surtout sortir les vélos des trottoirs, parce qu'aujourd'hui on voit bien qu'il y a une cohabitation qui ne fonctionne plus. Donc le chemin parcouru me semble important depuis que nous sommes arrivés aux responsabilités. Je ne minore pas encore les efforts qu'il reste à conduire. On y met, je crois, beaucoup de force dans la bataille. Il faut mesurer aussi que c'est une phase de transition qui doit aussi emporter l'adhésion des gens. Il y a aussi une question d'acceptabilité sociale des changements que nous sommes en train de conduire. Et ça, il ne faut pas le minorer. Je crois qu'il faut à un moment donné faire attention jusqu'où on peut aller.
Voilà, il ne faut pas perdre l'adhésion des gens sur les changements qu'on souhaite conduire, parce que je crois que sinon, on aura l'effet inverse de braquer les gens. Voilà, aujourd'hui, on a effectivement une trajectoire, il y a un cap qui a été donné extrêmement clairement par Michael Delafosse depuis qu'il est arrivé aux responsabilités. Moi, aujourd'hui, j'ai la charge de conduire ces chantiers, mais je crois qu'il faut être à l'écoute voilà, de tous les acteurs qui composent la ville, qui composent la métropole, pour qui ces changements, des fois, sont vécus de manière difficile. Je pense aux commerçants, je pense aux livreurs, je pense aux personnes qui ont des difficultés pour se déplacer, parce que je ne minore pas les difficultés que les gens rencontrent aujourd'hui avec la multiplication des travaux dans la ville et dans la métropole. Voilà, ces changements doivent se conduire, mais il faut faire attention au seuil d'acceptabilité que les gens sont amenés à accepter. Je vous remercie. Monsieur Führer, vous aussi, vous avez vu le chemin parcouru avec le lancement il y a 5 ans du hashtag Je suis un des deux. Donc Julie Frèche y a fait allusion. Ça date d'il y a 5 ans parce que c'était avant l'élection de 2020. C'était un hashtag né en réaction à une remarque du précédent maire qui hésitait à créer des infrastructures qui ne seraient utilisées que par une ou deux personnes. Donc, quel regard vous portez sur cette évolution avec un plus 30% de cyclistes ces 3 dernières années à Montpellier ? Oui, alors effectivement, à Montpellier, il y a une histoire locale qui se croise avec l'histoire nationale et même mondiale sur l'explosion du vélo. Et effectivement, il y a eu un réveil il y a 5 ans, comme on vient de l'expliquer, avec le hashtag Je suis un des deux, pour dire qu'effectivement, il n'y a pas que 2 cyclistes à Montpellier, et donc il faut faire des pistes cyclables pour ça. Et donc, ça a fait un réveil qui a été alors localement accéléré cette mobilisation citoyenne, et puis aussi par la crise sanitaire du Covid, où on a eu Montpellier a été finalement une des premières collectivités à mettre en place ce qu'on a appelé les coronapistes. Et effectivement, beaucoup de chemin a été parcouru, et c'est d'autant plus naturel qu'on parte de très très loin, et comme on partait de très très loin, l'effort à faire pour rattraper est encore peut-être plus important à Montpellier que dans d'autres villes. Donc c'est vraiment un défi important. Et on voit partout ailleurs, en France et dans le monde, les villes qui font d'énormes efforts pour renverser cette pyramide des mobilités, où jusqu'à présent, pendant quelques dizaines d'années, on a aménagé la ville pour la voiture individuelle. Et nous, à Vélocité, on promeut une inversion des priorités, avec au sommet de la pyramide le piéton, le plus vulnérable, ensuite le vélo, ensuite le transport en commun, ensuite les livraisons, et seulement tout à la fin les voitures avec une seule personne à l'intérieur. D'accord. Julien Eustache, peut-être est-ce que vous pouvez nous expliquer, en tant que chef d'entreprise, qu'est-ce que vous faites pour favoriser les mobilités douces de vos salariés ? Oui, on a d'abord été pas forcément très inventif en première intention, parce qu'on s'est d'abord attelé à ajouter une prime additionnelle aux primes qui existent à l'échelon de la métropole, de la région, du département sur l'acquisition d'un vélo assistance électrique. Donc, mis bout à bout, ça fait des aides qui sont très confortables et qui permettent vraiment de passer le pas. Et puis, on a eu une réflexion un peu plus profonde il y a maintenant 3 ans. On était hébergé dans le village Baïséa, qui est à Odysseum, où en termes d'accessibilité via transport en commun, c'est un peu une cata. Et on était tous amenés, ou la plupart du moins, à utiliser des véhicules thermiques pour se rendre au travail. Et un jour, on s'est dit, c'est quand même un petit peu bizarre. On œuvre pour la transition énergétique, on appelle tout le monde, tout un chacun, à investir une partie de son épargne dans cette transition pour qu'on adopte tous et toutes des comportements vertueux, et on utilise des voitures. Et donc on s'est dit, il faut qu'on change ça. Et là, on a été un peu radical, et ça rejoint un peu le sujet que vous évoquez sur l'acceptabilité, parce qu'en fait, tout changement, forcément, ça implique quelques grincements de dents, quels qu'ils soient, même s'ils sont fondés de bon sens. Et donc nous, on a décidé de relocaliser le siège de l'entreprise en plein centre-ville. Donc
On a d'abord loué un bureau juste à côté de la place de la Comédie, et là on vient d'acquérir un plateau dans le Capoulier, un immeuble qui est dans la rue de Maglone, qui descend de la Comédie à la gare. Et c'est vrai qu'au tout début, chacun ayant ses habitudes, on voyait bien que voilà, ça plaisait pas forcément. Et puis, je peux vous le dire maintenant, 3 ans après, tout le monde est absolument ravi de ce choix. Ça nous a tous et toutes obligés à changer notre façon de se déplacer, de se rendre au travail. C'est pas forcément toujours simple au début, mais en tout cas, c'est ce genre de choix qu'il faut faire en tant qu'entreprise, en tout cas quand on peut le faire bien sûr, parce que ça a la vertu d'amener, d'embarquer une vingtaine, une trentaine de personnes dans ces changements-là. Et donc voilà, ça c'est vraiment plutôt une réussite. Et c'est vrai que ce chemin de crête entre la nécessité de changer et d'avancer et ne pas braquer les gens, comme vous le disiez, il n'est pas toujours simple à trouver. Et je pense que déjà, de l'avoir à l'esprit, déjà, ça permet d'éviter de le faire trop brutalement. Que vous êtes trop brutal. Ah non, pas du tout, que c'était difficile dans la ville. Alors, Julie Fraîche, vous l'avez un petit peu évoqué, les mobilités douces ne s'installent pas si facilement que ça en ville, avec des conflits d'usage notamment, qui ont été mis en avant dans le baromètre 2023 de la marchabilité, dont vous connaissez bien les résultats. Donc, comment faire pour concilier les usages vélo, trottinette, piétons, 2 roues motorisées? Quand on se déplace dans les cuissons, on est vraiment confronté à la problématique. Alors oui, c'est vrai. Alors, peut-être juste un mot pour rebondir sur le premier sujet. Dire quand même qu'il faut objectiver cette politique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi rendre des comptes aux habitants pour dire, voilà, aujourd'hui on vous demande des efforts, mais est-ce que ça marche? Donc on a quand même considérablement augmenté le nombre de compteurs dans la ville. On a à peu près 110 compteurs qui sont répartis, compteurs routiers, compteurs cycles, aussi toutes les boucles de feu, parce que on se doit, effectivement, c'est les données qui sont en open data, et d'ailleurs Vélocité les valorise bien mieux que nous arrivons à le faire, et c'est tant mieux, mais ça montre des choses, voilà, aujourd'hui j'en entends plus des gens qui me arrêtent dans la rue en disant oui, vous faites tout ça pour 2 cyclistes, il n'y a personne sur les pistes cyclables. Non, maintenant on me dit ah là, il y a trop de vélos sur les trottoirs. Bon, ça montre quand même qu'il y a quand même des efforts qui ont été réalisés. Les chiffres sont têtus, sur l'ensemble des compteurs routiers et des compteurs vélos que nous avons, c'est moins 5% de trafic automobile sur la totalité de la métropole, c'est moins 14% de trafic automobile dans la métropole, donc moins 13% de trafic automobile dans la ville de Montpellier, et plus 14% de trafic cyclable dans la ville de Montpellier. Voilà, donc ça montre en fait que tous les compteurs aujourd'hui cycles, et Vélocité le dirait aussi bien que moi, voilà, augmentent. Il y a de plus en plus de cyclistes, toutes saisons confondues. Voilà, parce que j'en avais des gens aussi qui me disaient oui, mais les cyclistes c'est que l'été. Non, pas du tout. Même encore ce matin, quand il y a de la pluie, il y a encore plus d'embouteillages, il y a encore plus de cyclistes dehors. Donc ça marche très fort. C'est vrai que sur le baromètre des villes marchables, effectivement, on baisse en note. Alors après, on a largement contribué quand même à ce que beaucoup plus de gens répondent à ce baromètre. On a 702 répondants, parce que nous aussi, on a besoin de ces baromètres qui nous aident à travailler, voilà, qui aident aussi les services techniques. Donc on a fait une communication institutionnelle sur le baromètre pour que le plus en plus de gens répondent. Et effectivement, ça a amené à montrer qu'il y avait des vrais points noirs sur la marchabilité dans la ville. C'est vrai, il y a eu 702 réponses, on est passé d'une note de 8 à 6,2, on le nie pas, voilà, parce qu'on a voulu avoir ces chiffres-là. Les points noirs ressortent, la place du 8 mai 45, l'avenue Clémenceau, voilà, alors c'est des endroits où en plus on intervient, c'est-à-dire que c'est des endroits où il va y avoir 2 mètres de trottoir et, en tout cas sur 8 mai 45, un aménagement cyclable séparé. On n'arrivera pas à faire la même chose sur l'avenue Clémenceau, parce que c'est une avenue qui fait 15 mètres de large et on n'a pas suffisamment de place pour séparer le cycle du piéton. Voilà, ça c'est des difficultés. Il y a une géométrie là-dessus. C'est un débat qu'on a eu souvent avec Vélocité. On ne peut pas faire de voie unique sur le tramway. C'est impossible de faire une voie unique au milieu de lignes. Les bouts de ligne, vous regardez sur n'importe quel réseau en Europe, les voies uniques sont en bout de ligne, pas au milieu des lignes. Sinon après ça a des conséquences sur l'exploitation, surtout dans un endroit qui est au milieu d'un nœud de tramway. C'est-à-dire si à un moment donné vous faites passer un tramway de la ligne 5 sur l'avenue Clémenceau
Clémenceau pour faire des pistes cyclables de part et d'autre, eh ben vous impactez par ricochet la ligne 4 qui est sur le boulevard du Jeu de Paume et la ligne 3 qui est au niveau de Gambetta. Donc ça a été étudié, ce n'est pas possible. Il faudra trouver un itinéraire à la hauteur à l'avenue Clémenceau. Donc ce baromètre des villes marchables nous aide à montrer que d'une part, les travaux qui sont en cours vont répondre à un certain nombre de points noirs. Et je voudrais quand même rappeler qu'à la fin de l'année 2023, nous aurons investi 50 km de pistes cyclables dans la ville de Montpellier et 13 km de reprise de trottoirs. Je pense, et Michael Delafosse en parle souvent, la rue du professeur Forgue. Aujourd'hui, c'est une continuité de piétons tous les matins, des gens qui viennent de toutes les rues autour du collège Foncarade, qui traversent l'avenue de la Liberté, parce qu'on a sécurisé la traversée au niveau de la rue du professeur Forgue, et on a fait un trottoir sur la rue du professeur Forgue, là où il n'y en avait pas, pour aller prendre la ligne 3 de Tramway. Nous avons multiplié par 3 la largeur du trottoir chemin de Moularès, qui était une honte pour tous les parents qui amenaient leurs enfants à l'école Charles Dickens. Nous avons réalisé des trottoirs continus sur tout l'axe Albert Dubout pour que les enfants de la cité Saint-Martin et de la cité Millon puissent rejoindre en sécurité le collège Gérard Philippe, excusez-moi, pas comme si ce n'est pas un sujet que je connaissais bien. Voilà, donc on fait des efforts, il y a des résultats aujourd'hui qui le montrent, mais évidemment, il faut poursuivre et intensifier ces efforts pour qu'à la fin du mandat, on ait considérablement amélioré la situation des piétons. D'ailleurs, les efforts de la ville sont reconnus dans le baromètre de la marchabilité, puisque c'est une note qui augmente. Alors là, je vous remercie de le dire, parce que ça avait été moi, ça aurait été moins d'impact. La seule note qui augmente, c'est effectivement le volontarisme de la ville en matière de marchabilité. Et tous ces travaux donc, dont vous nous parlez, qui sont en cours ou en voie d'achèvement, s'inscrivent dans le plan mobilité 2025, dont vous pouvez nous dire un mot, puisque à terme, c'est 235 km de pistes cyclables qui verront le jour. Oui, bien sûr, mais sur la question de la marchabilité, il n'y a pas que la question des trottoirs. Il y a aussi la réduction de la vitesse de circulation. C'est la généralisation du 30 km/h qui ne suffit pas, loin de là, à réduire la vitesse des automobilistes. Il faut mettre en place un plan de circulation anti-transit. C'est la politique de quartier apaisé. C'est la fermeture de l'avenue Clémenceau. C'est la fermeture de l'avenue Le Pic. C'est la fermeture de la rue Léon Blum. C'est la fermeture de l'avenue Albert Dubout, même si elle pose des problèmes sur les 4 boulevards qu'il va falloir qu'on règle. Voilà, on supprime le trafic de transit, on ne considère plus les quartiers comme étant des raccourcis pour les automobilistes, on redonne sa fonction aux rues. Une rue n'est pas seulement faite pour laisser passer les voitures. Une rue, c'est un espace où on doit végétaliser la ville, on doit renaturer la ville, parce que c'est la seule manière pour créer des îlots de chaleur et adapter la ville au changement climatique, parce qu'à Montpellier, on va multiplier par 5 le nombre de journées à forte ou d'intense chaleur d'ici 2050. Donc, nous mettons en place une stratégie mobilité 2025 pour attaquer ces défis et adapter la ville aux crises climatiques, environnementales et sociales que nous traversons. Alors, en parlant de conflit d'usage, peut-être que Denis Ferrer, vous pourrez nous dire un mot sur le relatif respect du code de la route par certains cyclistes qui contribuent à créer une insécurité pour eux-mêmes et pour les autres. Je parle notamment de la vitesse. Il y a les feux rouges. Il y a la vitesse aussi sur des aires piétonnes qui sont partagées et l'allure ne va pas du tout avec les piétons et certaines personnes vulnérables d'ailleurs. Oui, non, c'est une question importante parce qu'effectivement, il faut mesurer les enjeux en fonction des vulnérabilités des personnes et les piétons sont les plus vulnérables et doivent être protégés. D'ailleurs, dans le baromètre des villes piétonnes, une des choses qui ressort beaucoup, c'est que les piétons souhaiteraient que les trottoirs soient libres de voitures. Et de vélos. Oui, non, mais l'ensemble doit concourir à une sécurité objective des piétons. Et s'agissant de la question du code de la route, il faut commencer aussi par peut-être rappeler des choses qui ne sont pas forcément connues de tous sur la question des feux rouges. C'est-à-dire que il est légal pour les vélos de franchir certains feux rouges lorsqu'ils sont munis du petit panneau triangulaire céder le passage cycliste au feu. Ça, peu de personnes finalement le connaissent, et même des personnes qui se déplacent à vélo. Donc il faut savoir
de quoi on parle quand on parle de ce sujet-là. Et de la même manière, sur la question des usages en zone piétonne ou sur les trottoirs sont interdits aux vélos au-delà de 8 ans, mais les enfants de 8 ans ont le droit de se protéger sur les trottoirs. Et à Montpellier, assez souvent, les parents souhaitent pouvoir protéger leurs enfants à l'extérieur de la route quand l'itinéraire cyclable n'existe pas. Et sur la zone piétonne, l'usage à vélo est autorisé, simplement à certaines conditions qui sont très claires, de rouler au pas et en veillant à ne pas occasionner de gêne aux piétons. Après, la question elle est plus générale sur le respect des règles du code de la route. Madame Fraîche parlait de la 30 km/h. On voit bien que c'est pas parce qu'il y a une règle qu'elle est respectée, et quel que soit l'usager. Le code de la route a été inventé parce que la voiture est arrivée dans l'espace public, et ce n'est pas parce que le code de la route a été inventé que les voitures respectent le code de la route systématiquement. Donc la question elle est complexe. Tout dépend des moyens d'action qu'on souhaite mener. Il y a une grosse part d'éducation qui est très importante et pour laquelle Vélocité et puis toutes les associations du réseau FUB ont milité pour que dans la loi LOM de 2019 soit incluse l'obligation faite aux écoles et aux collectivités d'enseigner le savoir rouler à vélo à l'école en classe de CM2. Et la métropole de Montpellier est très active sur ce sujet. Il faut apprendre aux gens à circuler à vélo, aux enfants à circuler à vélo avec les voitures. Ça, c'est très important. Et ensuite, c'est la question des moyens. Comment on n'a pas besoin d'inventer de nouvelles règles, les règles existent, on peut sensibiliser. Je sais qu'il y a un débat public en ce moment sur les villes qui créent de nouvelles interdictions sur les zones piétonnes. C'est clairement et objectivement des mesures anti-vélo puisqu'on ajoute une règle non nécessaire. Il suffit de faire respecter les règles existantes. Et quand bien même on ajouterait une règle nouvelle, il faudrait des moyens soit en sensibilisation, soit en verbalisation pour la faire respecter. Et si ces moyens, on est prêt à les mettre, autant les mettre pour faire respecter des règles qui existent déjà. Donc la sensibilisation est clairement quelque chose de très important, la formation. On a même des vélo-écoles adultes à Montpellier. Les personnes qui souhaitent se remettre au vélo et qui ne se sentent pas à l'aise peuvent faire appel à des vélo-écoles adultes. Donc voilà, la clé, je pense qu'elle est dans cet ensemble de réponses. Il y a un chiffre aussi qu'on n'a pas dit tout à l'heure en parlant des aides que la métropole apporte, notamment au VAE, c'est 40 000 bénéficiaires dépassés. Est-ce que vous pouvez nous citer les autres aides que vous mettez en œuvre? Parce qu'il n'y a pas que l'achat que vous aidez. Oui, bien sûr. Alors, on est à 43 127 demandes qui ont été satisfaites. Ça représente quand même 10% de la population de la métropole qui sont désormais équipés d'un vélo à assistance électrique. Donc, j'invite tous ceux qui ne le seraient pas encore dans la salle à s'équiper parce que cette aide prendra fin à la fin de l'année. Nous maintiendrons... Elle ne sera pas prolongée ? Non. Elle ne sera pas prolongée après 2 ans et demi. On fait partie effectivement des métropoles dont l'aide est la plus importante de France, aussi bien en termes de montant qu'en termes de longévité. Il faut bien une fin à tout. En plus, il y a 10% de la population qui est équipée. Par contre, nous allons maintenir l'aide à la révision parce qu'il faut effectivement que les cyclistes, pour leur sécurité, prennent les bonnes habitudes. Et donc, pour rouler en sécurité, il faut rouler avec un vélo en bon fonctionnement, donc 30 €. On a aussi effectivement un dialogue régulier avec les vélocistes. Ça correspond aux vérifications d'usage, le serrage, le freinage, voilà. Et donc du coup, les vélocistes font l'avance auprès des bénéficiaires et ensuite la métropole reverse cette part aux vélocistes. Donc on maintiendra cette aide à la révision de 30 €. On maintient l'aide de 200 € parce que avec tous les VAE qu'on a injectés sur le territoire, ces 10%, ça représente quand même 87 millions d'injectés dans l'économie locale, parce que si vous multipliez 43 000 aides fois 2 000 €, c'est le prix moyen d'achat d'un VAE qui a été injecté dans l'économie locale parce qu'on a réservé le versement de cette aide à l'achat chez un vélociste du territoire. Voilà, il y a quand même une dimension économie circulaire qu'on ne peut pas ignorer. Donc on maintient du coup l'aide de 200 € pour l'achat d'un vélo à assistance électrique d'occasion, parce que maintenant il y a un véritable marché de l'occasion. 200 € aussi pour un kit d'électrification, et on maintient pour les professionnels, dans le cadre des mesures d'accompagnement de la zone à faible émission, une aide
de 1 000 € pour inciter certains professionnels qui le peuvent à basculer sur la cyclo-logistique, notamment dans le cadre de la politique de la logistique du dernier kilomètre. Voilà. Et donc, en ce sens, au marché d'intérêt national, nous venons de mettre en place, non sans peine, un quai mutualisé qui permettra aux donneurs d'ordre et aux différentes sociétés de transporteurs de disposer d'un quai mutualisé avec un quai de déchargement et un espace de stockage qui permettra aux gros porteurs d'arriver aux mines, de laisser leurs colis et ensuite, avec une flotte de vélos cargo d'une entreprise, ils viennent d'en acheter 20, de pouvoir acheminer les petits colis dans le centre-ville. Parce que franchement, quand on est au marché gare, à proximité de Pré d'Arène et de l'avenue Albert Dubout, on est sur un itinéraire extrêmement accessible en vélo cargo pour venir livrer les commerces du centre-ville et les particuliers. Alors, Julien Eustache, justement, est-ce que, en tant que financeur de ce type de projet, vous en financez des... Alors oui, on a commencé il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans. On a fait une première levée de fonds pour une start-up française qui a imaginé une solution assez pertinente où en fait ils prennent des containers maritimes qui réadaptent. Dedans, ils mettent des vélos et des trottinettes à assistance électrique. Et ils déposent ces containers au niveau des campings, de sorte que les touristes, lorsqu'ils souhaitent se déplacer autour du camping, n'aient pas la tentation, ou je dirais moins, de prendre leur véhicule et de se déplacer par ces solutions-là. Donc ça, c'est le premier projet un peu de ce type qu'on a pu financer. On échange aussi avec la région Occitanie qui veut déployer des stations rêves de recharge des vélos électriques via des petites installations photovoltaïques. Donc ça, c'est des choses qu'on est tout à fait à même de financer. Et puis, de manière tout à fait désintéressée aussi, on se dit que ça pourrait être assez chouette si les habitants de la métropole pouvaient financer une partie de la ligne 5, par exemple, où ce type d'infrastructure, ça a le mérite aussi de s'approprier, je dirais encore plus, ces évolutions-là, peut-être aussi de les faire accepter plus facilement. Donc je pense que ça fait du sens. Il y a d'ailleurs, je crois que c'est la commune de Brest qui a mis en œuvre un financement citoyen pour justement le déploiement d'une ligne de tramway, avec vraiment cette optique-là, cette accroche, et je pense que ça fait pas mal de sens. Ouais. Et du microfinancement pour financer des vélos électriques ou des véhicules électriques pour des particuliers, c'est quelque chose qui est envisageable ? Tout est envisageable. Après, c'est assez compliqué. C'est vraiment un autre métier de financer du particulier. C'est vrai que nous, notre métier, c'est vraiment financer des projets, je dirais, de grande taille, entre guillemets, et un peu à une échelle industrielle. Là, on arrive sur un peu du granulaire. Alors, ça fait beaucoup de sens, mais je pense que c'est plus le rôle des banques, et notamment des banques territoriales qu'on a. On a des très chouettes banques régionales qui sont orientées, investies et qui sont volontaires. Je pense que c'est plutôt à elles de déployer ce type d'offre. D'accord, merci. Si on revient un peu sur les infrastructures, parce que c'est un sujet qui vous intéresse au premier chef, je crois. Donc sur le vélo, l'anneau-vélo est en cours. Les pistes de vélo, les pistes cyclables express, il y en a qui ont vu le jour, comme par exemple en direction jusqu'à Saint-Gély-du-Fesque. Est-ce que vous pouvez nous repréciser un peu le calendrier de cet anneau-vélo et de ces pistes cyclables ? Alors sur l'anneau vélo, donc là on est effectivement sur la partie sud-est de l'anneau vélo. On a traité le cours Gambetta. On va d'ici la fin de l'année terminer la rue du Grand-Saint-Jean, le pont de Sète, le boulevard de Strasbourg, dont les travaux ont déjà commencé, et le quai Lorrain, cela est déjà terminé. Donc cette partie-là de l'anneau vélo sera finalisée avant la fin de l'année. Sur le boulevard de Strasbourg notamment et sur le pont de Sète, il faut rappeler que ce sont des aménagements qui sont transitoires parce que il y a effectivement un projet qui est porté par la SERM, sur un foncier d'ailleurs SNCF, sur le pont de Sète, c'est assez complexe. Il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est un pont qui a des problématiques quand même de structure, avec des contraintes techniques qui sont extrêmement fortes. Il y a des délais SNCF, parce qu'on est quand même au-dessus d'une voie ferrée, qui sont complexes. Donc là, on passe d'abord, et ça d'ailleurs, je remercie Vélocité, qui nous a
dès le départ incité à faire un urbanisme tactique voilà, avant finalement le grand soir. Et moi, c'est un peu mon parti pris de dire que des fois, il faut peut-être faire le choix de la politique des petits pas plutôt que systématiquement attendre le grand soir qui, des fois, met trop de temps à arriver. Voilà, donc du coup, la Novélo, cette partie-là se termine. Nous l'avons assumé de dire que toute la partie qui est sur le Verdançon, il y avait déjà des aménagements qui étaient existants et donc nous ne reviendrons pas dessus. Nous avons, avec Vélocité, essayé d'améliorer ce qui pouvait l'être. On a fait d'ailleurs des visites techniques ensemble où on a supprimé des plots, on a agrandi des passages au niveau de traversées piétonnes pour que la cohabitation, notamment sur la place en bas du quorum, la circulation des vélos au milieu des piétons se fasse plus simplement. On a essayé d'améliorer l'existant. Voilà, et je crois que c'est assez efficace. Mais aujourd'hui, faire des travaux plus conséquents sur le Verdançon et couper à la circulation cet axe-là, ce n'est pas possible en l'état, avec la multiplication des chantiers dans la ville. Nous allons commencer en début d'année les travaux sur Charles Flahault, qui constitue la continuité cyclable après le tronçon qui a été livré effectivement jusqu'à Saint-Gély-du-Fesque. Cet itinéraire empruntera l'avenue, la route de Ganges, l'avenue Charles Flahault. C'est aussi une partie du futur bus tram numéro 5, dont le terminus est à Grabel. Ensuite, l'itinéraire cyclable rejoindra le carrefour Jules Rimet, c'est-à-dire avec un réaménagement complet de l'espace public devant le stade Philippides. Nous commencerons en suivant l'avenue du Mondial 98, où nous aménagerons des itinéraires cyclables sécurisés devant l'hôtel de ville de Montpellier, jusqu'au rond-point Ernest Granier, là où il y a l'œuvre d'art de la ligne 1 de tramway avec les panneaux rouges et les panneaux bleus. Nous traiterons effectivement la vue du Mondial 98 jusqu'à la place Odysseum, devant le parking Circé. Puis ensuite, nous traiterons le boulevard Pénélope à partir de la place d'Odysseum jusqu'au rond-point de Madrid, là où il y a le McDo, et ça remontera jusqu'au corps de gare et jusqu'à la gare sud de France. Voilà. Donc ça, ce sont deux vélolignes extrêmement structurantes. Il y aura aussi la véloligne 6 qui empruntera les voies de l'ancienne voie de chemin de fer entre Fabrègues et Saint-Jean-de-Védas. Après, il y aura effectivement un tronçon qui sera remis au prochain mandat parce que il y a les travaux du COM, il y a le doublement de la ligne 2 de tramway parce que l'augmentation de la fréquentation au niveau de Saint-Jean-de-Védas le nécessite. Pour dire que les voies uniques, même là, on y revient. Et ensuite, on traversera effectivement tout le quartier des Sabines. Il faut irriguer aussi le quartier Gare au Sud, qui est un quartier économique pour donner une alternative aux entreprises et à leurs salariés pour venir en vélo à leur lieu de travail. Voilà. Et donc, on réalisera bien 75% des 235 km de vélolignes. Mais là, je vous ai parlé que des vélolignes. Il y a 11... Alors, peut-être on va faire réagir... Vélocité. Excusez-moi, ça montre bien qu'il y en a beaucoup quand même. Oui. Non, mais le sujet des vélolignes, effectivement, c'est un sujet capital puisque finalement l'ensemble des métropoles se mettent à mettre en place ce type de projet et bien souvent c'est la première fois qu'on entend parler de lignes pour du vélo, alors que l'objectif est bien là. C'est-à-dire que quand on aménage pour le tram, pour le bus tram, on n'envisage pas de faire un petit bout ici, un petit bout là, puisqu'on a besoin d'offrir le service aux usagers. Et pour le vélo, ça fonctionne pareil. On a besoin d'avoir un service de bout en bout, à haut niveau de service si on veut espérer attirer énormément d'usagers. Et donc le concept de vélo-ligne et de réseau express vélo, c'est comme ça qu'on le nomme, le nom générique, est bien là. Et la Novélo, c'est le maillon central de ce réseau express vélo métropolitain. Il doit à terme relier l'ensemble des vélo-lignes de manière à pouvoir faire un effet réseau. Pourquoi est-ce que les lignes de transport en commun fonctionnent? Parce que on peut faire un changement d'une ligne à l'autre et donc faire un itinéraire de bout en bout. Et pour le vélo, c'est la même chose. Et il faut bien avouer que les usagers d'aujourd'hui, lorsqu'ils empruntent des itinéraires cyclables, ils se trouvent assez souvent à une intersection en ne sachant pas où aller, en n'ayant pas forcément le jalonnement qui leur indique les directions, ou même de solutions sécurisées dans l'intersection. Ça reste encore un gros point noir dans énormément de métropoles, et Montpellier n'y échappe pas, le traitement sécurisé des intersections. Et donc dans l'aménagement de ces vélolignes et de la Novélo, c'est un point
extrêmement important. Et comme le disait Madame Fraîche, c'est vrai que le vélo, contrairement au transport en commun en site propre, a cette possibilité de pouvoir être aménagé en transitoire. C'est vrai qu'on a encouragé énormément la métropole à continuer ces expérimentations, et on continue à encourager la métropole à continuer ce tactique, même pas forcément dur en béton, mais avec des plots, pour fournir des solutions tout de suite. Qu'on ne peut pas faire avec les autres moyens de transport. Et on l'a dit depuis le début de l'exposé, on est dans une situation de changement. Les gens ont besoin de solutions tout de suite, et les aménagements tactiques à vélo sont des éléments qui permettent de donner des solutions tout de suite. Alors, on va élargir un peu le débat et parler d'une date très attendue, le 21 décembre, où la gratuité des transports en commun sera mise en place pour les 500 000 habitants de la métropole de Montpellier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Pouvez-vous nous donner des chiffres de baisse de trafic automobile liés à cette gratuité, puisqu'évidemment c'est fortement incitatif, et les objectifs de réduction de pollution ? Oui, alors je ne crois pas que le report modal puisse s'analyser seulement avec la gratuité des transports. D'ailleurs, c'est absolument pas le but de la stratégie mobilité 2025. La stratégie mobilité 2025, la gratuité est le fer de lance d'une stratégie beaucoup plus globale. C'est une réponse coordonnée. Le report modal, il ne se fera pas que sur les transports en commun, il se fera aussi sur la marche, il se fera aussi sur le vélo, il se fera aussi avec le covoiturage et aussi avec l'autopartage. D'ailleurs, on incite au développement de ces alternatives, finalement, sans exclusive. On ne dit pas qu'il faut faire du tout vélo ou du tout voiture, ou du tout autopartage ou du tout covoiturage. Le but, aujourd'hui, ce qui crée de la dégradation dans la ville, c'est le nombre de voitures et le fait qu'aujourd'hui, l'espace public soit fait pour la voiture. 90% de l'espace public à Montpellier est fait pour la voiture, que ce soit une voiture qui soit en circulation ou qui soit en stationnement. Donc nous, notre politique, c'est une politique de redistribution de l'espace public. Et donc, la gratuité des transports, c'est le fer de lance d'une stratégie beaucoup plus globale. Aujourd'hui, c'est 219 000 passes. La gratuité des transports, pour nous, c'est une mesure de protection de l'environnement, mais aussi une mesure sociale de redistribution vers les familles les plus modestes, vers les classes moyennes. C'est un moyen finalement de redistribuer à travers une politique qui est sincèrement et profondément volontariste, parce qu'on défend une ligne politique d'écologie positive. On construit chacun de nos dispositifs comme étant une mesure pour protéger l'environnement, pour agir pour la transition énergétique, et en même temps que ces mesures ne se fassent pas au détriment des plus fragiles et des classes moyennes. C'est pour ça aussi qu'on défend l'universalité de ces mesures, dont la gratuité des transports. Le 21 décembre, à 19h, Montpellier sera la métropole la plus grande en Europe qui rendra intégralement gratuit l'ensemble de son réseau de transport pour plus de 500 000 habitants. Oui, je voulais juste ajouter un chiffre par rapport aux voitures qui entrent et qui sortent. 140 000 à Montpellier au quotidien, et 7 000 voitures aussi sur les aires piétonnes. C'est pour donner une idée. Mais au sujet, par exemple, de la ligne 5, elle doit contribuer à une baisse de 20% du trafic automobile. 10%. Donc, associé à cette baisse, est-ce qu'il y a des chiffres en termes de baisse de la pollution ? Est-ce qu'il y a un objectif objectivé, je veux dire, avec un chiffre ? Moi, j'ai appris au contact d'Atmo qu'il était toujours très difficile de faire des annonces en matière de pollution de l'air. Par contre, je peux dire effectivement les résultats que nous avons d'ores et déjà obtenus, c'est-à-dire qu'en l'espace d'1 an, entre 2021 et 2022, on a réduit de 50% le nombre de personnes exposées à la pollution de l'air, notamment sur les 40 microgrammes qui concernent le dioxyde d'azote, c'est-à-dire les NO2 et donc les pots d'échappement. Voilà, donc ça c'est des chiffres, c'est le rapport qui a été présenté par Atmo et sa présidente Dominique Tillac. Pourquoi on a voulu faire ce partenariat avec Atmo? Parce qu'on souhaite en fait avoir objectivé notre politique et donc travailler avec un organisme indépendant qui est chargé d'analyser et de surveiller la qualité de l'air sur le territoire. Voilà, c'est un sujet qui est complexe. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'électrification des véhicules, on dit que ça va réduire effectivement les émissions d'oxyde d'azote, ça va réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais par contre ça va augmenter celles de particules fines, parce qu'elles émettent
émanent effectivement des pneus. Et comme les véhicules électriques sont plus lourds, bah, du coup ils usent plus. Voilà. Donc c'est vraiment un sujet qui est tellement complexe que je ne vais pas je vais pas faire des annonces. On mène une politique de réduction de la voiture. Je crois qu'elle est quand même assez visible pour que ça soit clair pour tout le monde. Après, donner des objectifs de réduction de pollution. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne jouera pas le jeu du gouvernement, qui est finalement d'abandonner ce combat-là. Aujourd'hui, ce qui a été présenté sur la fin des zones à faible émission, il faudra effectivement apporter de la souplesse parce que le contexte a changé, notamment sur le prix du gaz et sur le changement des véhicules. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que la trajectoire elle est très claire pour nous à la métropole. C'est qu'on continuera à agir pour améliorer la qualité de l'air parce que c'est un enjeu de santé publique, un enjeu de santé environnementale. Et quand on sait qu'il y a des gens qui meurent prématurément seulement à cause de l'air qu'ils respirent, il serait irresponsable pour des élus en responsabilité de ne pas agir pour améliorer la qualité de l'air. C'est 48 000 morts en France. Exactement, prématurés. D'accord. Donc l'heure tourne et je pense qu'il est temps de passer la parole au public. Donc qui veut se lancer et poser une première question? Le micro va vous arriver. Si vous voulez poser une question courte et vous présenter en préambule. Merci. Bonjour, je m'appelle Damien Ovy, je suis résident du boulevard Berthelot, sur les 4 boulevards donc. Et j'entends avec plaisir que vous annoncez qu'il faut régler le problème des 4 boulevards. Pour nous, c'est vraiment primordial puisqu'on souffre de la pollution. Comme vous l'avez dit, ça serait irresponsable de votre part de rester dans cette situation. Donc quand est-ce que vous allez régler ce problème avec une solution tactique rapide? Alors, je vais vous répondre très clairement. La solution, en fait, est extrêmement contrastée. L'augmentation du nombre de véhicules sur Berthelot est très faible. Il faut dire. Je vais vous répondre. Alors, laissez Julie Frêche répondre. Je vais vous répondre. En fait, je comprends. Je ne minore pas le sujet, mais après, moi, je suis quelqu'un d'honnête. Je dis les choses telles qu'elles sont. Et en fait, la situation sur le boulevard d'Orient, le boulevard Rabelais, le boulevard Vieux-Sens et le boulevard Berthelot sont incomparables. Voilà. Je ne nie pas. Bon, écoutez. S'il vous plaît. Voilà, mais effectivement, donc je vais vous répondre. Voilà. Le boulevard Berthelot et le boulevard Vieux-Sens étaient à double sens de circulation bien avant les modifications qui ont été opérées sur Rabelais et Orient. L'augmentation importante du nombre de véhicules, qui effectivement est passée de 8 000 à 15 000 sur le boulevard Rabelais et Orient, est la conséquence effectivement de la mise à double sens. Aujourd'hui, je ne nie pas les difficultés qu'il y a sur cet axe de circulation, mais je ne nie pas les difficultés qu'il y a sur d'autres secteurs de la ville, sur l'avenue de la Liberté. Laissez-moi terminer. Sur l'avenue de la Liberté, sur le carrefour de l'aéroport international, sur le boulevard du Verdançon, des endroits effectivement où il y a une forte congestion automobile dans la ville et dans la métropole, il y en a beaucoup et il y a beaucoup de secteurs sur lesquels il faut agir. Je voudrais quand même rappeler une chose. Aujourd'hui, sur l'avenue Albert-Dubourg, il y a depuis des dizaines d'années 24 000 véhicules qui passaient par jour avec un collège. Voilà, vous le savez. Voilà. Et donc, les choix de modification circulatoire qui ont été opérés, c'est aussi pour sécuriser le chemin de l'Écolier. Ça ne veut pas dire que pour autant, il ne faut rien faire sur vos boulevards. On a besoin d'un peu plus de temps parce qu'aujourd'hui, il y a des problématiques de congestion et en fait, on a dépassé les limites de capacité sur le rond-point des Prés d'Arène. On a la problématique, c'est que quand le dédoublement de l'A9 a été réalisé en 2012, les échangeurs qui ont été faits sur l'A9 sont des demi-échangeurs qui ne permettent pas tous les mouvements parce qu'entre 2012 et 2023, on a pris des milliers d'habitants supplémentaires, donc ce qui n'était pas nécessaire en 2012 l'est aujourd'hui. On est en fait la seule ville la seule métropole de plus de 500 000 habitants qui n'a pas de contournement routier. Je sais que c'est un sujet sur lequel il y a des problématiques. Aujourd'hui, moi, certains des gens autour de vous me disent « Ah, mais dans certaines villes, ils renoncent au contournement routier. » Mais parce qu'ils en ont déjà 2.
Nous, à Montpellier, quand tous les contournements routiers ont été réalisés, Montpellier n'en avait pas besoin, parce qu'on était la 27e place ville au niveau national. On est passé aujourd'hui la 7e. On est en passe de passer la 6e. Donc en fait, tout ce trafic de transit n'a rien à faire, et je suis bien d'accord sur vos boulevards. Aujourd'hui, on hérite d'une situation qui fait que cette circulation de transit dans les autres villes, elle contourne la ville. Dans notre métropole, faute d'itinéraire de contournement, elle passe à travers les quartiers et sur des voiries qui ne sont absolument pas capacitaires. Voilà. Donc, on est en train de travailler au déclassement de la 709 pour essayer de créer des échangeurs supplémentaires afin de soulager le rond-point des Prés d'Arène et l'échangeur du Zénith. C'est un travail qui va être initié avec les services de l'État, avec la collectivité qui pourrait prendre en charge la gestion de la 709. À partir du moment où on aura déclassé la 709, on pourra libérer de l'espace sur le carrefour des Prés d'Arène et donc trouver une solution de mise en sens unique. Mais aujourd'hui, voilà, nous n'avons pas de solution magique en l'espace de quelques semaines, voilà, pour apporter une solution ou même de quelques mois. Voilà. Il faut juste nous laisser un peu plus de temps. Je vous remercie. Je vais juste faire tourner un peu le micro, même si on reviendra après dans ce secteur. Bonsoir. Je me présente, je m'appelle Simeo Dissé Navarro, je suis en première année, j'étudie en première année à la fac d'économie et je voudrais demander si par rapport au vol de vélo, étant donné que le nombre de cyclistes augmente fortement dans la ville et que selon France 3 Régions, 33% des vols de vélo auraient augmenté par rapport à l'année dernière, s'ensuit après, les gens arrêtent de prendre le vélo ou diminuent drastiquement leur utilisation du vélo. Et est-ce qu'il y a pour projet, est-ce qu'il est possible de faire d'autres parkings de vélos, comme il y en a un au Polygone par exemple, pour sécuriser les vélos des cyclistes? Oui, vous voulez répondre, Julie Fraîche, peut-être vous avez aussi quelque chose à répondre, monsieur Ferrer. Monsieur l'a bien expliqué, le vol de vélo est un problème important, il freine la pratique et on est très en retard sur le sujet, ne serait-ce que sur la loi LOM de 2019 qui a fait carrément une liste de toutes les gares en France et du nombre de places sécurisées disponibles requises minimum. Donc on a normalement un total de 390 places en gare Saint-Roch pour janvier 2024. Donc il y a beaucoup de choses à faire sur le sujet. Et puis il y a aussi d'autres éléments. Alors bien sûr les stationnements sécurisés, avec différents niveaux de sécurisation selon les besoins, entre un stationnement de courte durée quand on fait ses courses, ou un stationnement d'un peu plus longue durée la nuit quand on n'a pas de place chez soi pour avoir un vélo. Toutes les personnes qui vivent en immeuble sont confrontées à ce sujet. Et puis il y a aussi quelque chose sur lequel on est très en retard à Montpellier, ce sont les systèmes de location à longue durée de vélos. Qui sont une manière de pouvoir avoir un vélo que l'on peut essayer, qui est en général accompagné par la collectivité de contrats de maintenance et de protection contre le vol, qui sont aussi des éléments de réponse à la problématique du vol et du frein à la pratique. Il existe aussi des systèmes pour identifier les vélos qui permettent de les retrouver en cas de vol. Enfin bon, voilà. Alors ça dépend d'une. Mais bon, c'est un peu. Non, mais c'est important effectivement que les gens sachent qu'à partir de maintenant, tout vélo neuf est muni d'une identification qui permettra de retrouver le propriétaire. Lorsqu'on le retrouve le vélo, on retrouve des vélos volés, pas mal. On peut faire cette identification sur des vélos qu'on n'achète pas neufs. Et puis les services de police peuvent avoir accès à ces bases de données pour retrouver les propriétaires. Tout à fait. Julie Fraîche. Oui, c'est vrai que le vol de vélo, c'est un véritable fléau. Donc on va effectivement déployer des box telles voilà, dont celle, sur le même modèle que celle dont vous avez parlé, qui est devant le Polygone. D'ailleurs, c'était le premier modèle et c'est avec le Polygone qu'on a travaillé pour qu'ils implantent le même que celui qu'on va déployer sur le territoire. On va également déployer des petits box individuels, des box collectifs, et la majorité d'entre eux seront accessibles avec l'application M-Ticket. Alors ça va pas régler voilà tous les sujets, parce que même si c'est un box sécurisé, même s'il y a une caméra, voilà, ils arrivent quand même à voler les vélos, mais en tout cas ça sera effectivement plus sécure que de laisser son vélo sur un arceau.
Par contre, on va multiplier, et on a quand même bien commencé à le faire, le nombre d'arceaux vélos sur le territoire. Et sur la SNCF, effectivement, la loi LOM demande à poser des obligations réglementaires pour que la SNCF prévoie un nombre d'arceaux sécurisés à proximité des gares. La SNCF va le faire très prochainement sur la gare Sud de France. Ils ont un foncier, il y a l'espace disponible. Sur la gare Saint-Roch, ils se sont retournés vers nous parce qu'ils n'ont pas de place. Voilà, donc on est en train de travailler avec eux pour libérer de la place dans le parking Saint-Roch pour faire un grand parking vélo sécurisé. On va également investir le moins 1 du parking Comédie qui va être complètement vidé du stationnement automobile pour faire un hub vélo. C'est aussi pour sortir les vélos de la place de la Comédie. Il y aura aussi un parking moto pour sortir le stationnement moto de la place de la Comédie. Et il y aura effectivement tout le moins 1 du parking Comédie qui sera un hub des mobilités avec près de 400 places sécurisées pour les vélos. Et nous ferons également de même sur le parking préfecture. Voilà, qui seront là pour le coup des emplacements sécurisés à l'intérieur des parkings en ouvrage que la métropole gère. Et d'ailleurs, le tunnel de la Comédie sera bientôt réservé aux vélos. Oui, alors le tunnel de la Comédie, c'est un sacré sujet, voilà, parce que il y a une réglementation assez complexe, parce que à quelques mètres, on tombe sous le coup de la réglementation Mont Blanc, voilà, sur le tunnel de la Comédie. Donc voilà, il y a des réjouissances réglementaires sur lesquelles je ne m'étalerai pas, mais voilà, et puis il y a quand même aussi beaucoup de sujets d'entretien. Il y a beaucoup de fuites dans le tunnel de la Comédie. C'est un tunnel qui est vieux, qui a fait l'objet de peu d'entretien, mais on arrivera à ouvrir l'entrée est pour les voitures, c'est-à-dire par l'allée Frédéric Mistral derrière l'esplanade en octobre 2024, et on ouvrira la galerie cyclable en juin 2025, enfin voilà, mi-2025, et nous sommes en train de lancer un appel d'offres pour retenir un artiste qui habillera le tunnel de la Comédie, la future galerie cyclable. Merci. Alors on a une question par ici. Merci beaucoup. Victor Gonzalez, étudiant en 2e année de master ici à la faculté économie. Donc je vais rejoindre mon collègue par rapport aux incivilités, mais moi je vais me focaliser sur les incivilités dans les transports en commun à Montpellier. Donc aujourd'hui, on est tous concernés, notamment les soirs, à partir d'une certaine heure, que c'est plus possible d'utiliser les transports en commun. Je suis désolé, les incivilités ne font que croître, et l'insécurité notamment. Donc dans ce sens, je voudrais vous demander, est-ce que la métropole de Montpellier compte ou envisage mettre quelque chose en place? Aussi, par rapport à ce sujet-là, maintenant avec la gratuité, je trouve ça, à titre personnel, une excellente initiative. Cependant, il y a des lignes de tramway, notamment la ligne 4, dont je suis usager, que le matin, pour venir à la faculté, je dois prendre mon vélo parce que je mets 7 minutes, et que si je prends la ligne de tramway, je dois minimum 15 minutes entre les arrêts à Garcia Lorca, plus de très petites fréquences. Donc, est-ce que maintenant, vous allez modifier un peu l'offre pour vraiment inciter aux usagers, ou est-ce que ça va continuer comme ça? Merci. Je vais vous répondre tout de suite là-dessus, sur la question de l'offre. La ligne 4, on est sur une fréquence en heure de pointe de 8 minutes, de 10 minutes en heure creuse. C'est effectivement une circulaire qui permet effectivement l'intermodalité avec les autres lignes de tramway. Voilà, il faudra voir effectivement lorsqu'il y aura une augmentation de la fréquentation, s'il y a une modification de cette offre. Sur la question des incivilités, je vous remercie de poser cette question, parce que je suis vraiment d'accord avec vous. On ne peut pas faire la gratuité des transports sans faire une augmentation de l'offre, et sans surtout rendre le transport public sécure pour toutes les personnes qui l'empruntent. Il y avait effectivement un laisser-aller, et puis il y a surtout une ambiance dans le tramway qui s'est considérablement dégradée, avec des gens qui fument, des gens qui boivent de l'alcool, des gens qui mettent leurs pieds sur les chaises, les gens qui parlent en haut-parleur avec leur téléphone portable et qui font bénéficier leur conversation à tous leurs voisins de rame. Donc pour ça, en fait, il y avait
une amende, mais qui était de 150 € pour finalement verbaliser ce type d'incivilité. Et les contrôleurs, 150 €, en fait, ils n'arrivaient pas à la mettre. C'est-à-dire qu'elle était trop importante, ils voyaient bien les gens qu'ils avaient en face d'eux, ils savaient qu'ils étaient insolvables. Bon, donc du coup, on a discuté avec eux et ils nous ont dit, mais nous, on aimerait mettre cette amende, mais 150 €, en fait, on n'y arrive pas, ça déclenche trop de violence. Et donc, du coup, on a décidé de mettre en place une amende à 50 €. Voilà, les contrôleurs maintenant la mettent pour toutes ces petites incivilités qui dégradent considérablement l'ambiance dans le tramway. Après, ça, c'est effectivement sur ces petites incivilités. Les grandes incivilités, nous avons mis en place, et ce, depuis déjà maintenant plus de pratiquement 2 mois, la première vague de l'effectif de la police métropolitaine des transports. Aujourd'hui, il n'y a que 2 villes, je parle hors Île-de-France, qui disposent d'une PMT, police métropolitaine des transports, c'est Nantes et Orléans. Nous venons de mettre en place le premier effectif, 21 agents, police métropolitaine des transports, qui participent à des opérations coordonnées, chacun dans son rôle, dans sa fonction et avec ses missions. Les contrôleurs de la TAM, qui seront tous intégralement gardés, parce qu'on continuera à contrôler les hors métropolitains, et même les métropolitains qui devront avoir leur passe gratuité, les effectifs de la police municipale, de la police nationale et de la police des transports. Ce qui nous permet quand même de multiplier par 3 les opérations coordonnées, aussi bien de jour que de nuit, pour traiter effectivement les cas d'incivilité qui se produisent la nuit, même si les chiffres attestent que c'est pas le soir, contrairement à ce qu'on peut penser, où les faits d'incivilité les plus importants se produisent. Donc là, on vient de recruter la première partie de l'effectif, et fin 2024, il y aura la deuxième partie de l'effectif, et à terme, nous serons hors Île-de-France, la plus grande police métropolitaine des transports, parce que pour nous, la question de la sécurité dans les transports publics est intimement liée à la gratuité des transports. Merci. Donc le temps avance et il y a encore plusieurs questions. J'ai vu des mains se lever. On va essayer de... Merci. Nadou Kadi, qui habite en Montpellier depuis, j'ai calculé, 50 ans. Donc mon impôt, je suis d'accord pour qu'il finance des équipements de transport en commun, public, bien commun, parfait. Mais quand il s'agit de faire des aménagements qui sont pour le transport motorisé individuel, je dis, mais pourquoi on ne fait pas, comme pour les autoroutes, comme pour le stationnement, un système de reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation et de péage. Prohibitif pour ceux qui veulent traverser coûte que coûte et qui n'en ont pas besoin. Mais voilà, un système de péage pour simplement responsabiliser les utilisateurs, les autosolistes, par exemple, et peut-être faire gratuité ou non péage ou faible péage pour ceux qui partagent leur véhicule. Oui. Oui, je pense que vous pouvez répondre. Je suis fraîche à nouveau. C'est beaucoup tourné vers vous, là, ce soir. C'est un sujet qu'on connaît bien, d'ailleurs que plusieurs villes pratiquent. Moi, honnêtement, je trouve que la contrainte est déjà forte. Voilà. Et je trouve qu'il y a quand même un vrai sujet de dissociation entre le territoire administratif de la métropole et le territoire réel où s'exercent les mobilités sur le Grand Montpellier. Et qu'aujourd'hui, il y a quand même la majorité de cette population qui vit hors métropole, qui vient dans la métropole. Et c'est très frappant de voir que plus les politiques de la métropole sont volontaristes, plus on nous accuse de creuser le fossé avec les territoires hors métropolitains. Mais à juste titre, parce que les gens, finalement, qui vivent hors métropole, alors moi je ne fais pas partie des gens qui pensent que c'est forcément des gens qui n'ont pas les moyens de vivre, d'acquérir un bien dans la métropole. Il y a aussi des gens qui font le choix d'habiter dans des espaces de verdure, loin des centres, mais qui veulent absolument que la circulation soit fluide dans la métropole quand ils viennent travailler. Mais chez eux, c'est hyper apaisé. Voilà. Bon, il y a ces deux modèles. Mais ça vient du fait que le territoire administratif de la métropole n'est pas un territoire pertinent. Et il ne couvre pas l'aire métropolitaine de Montpellier. Et donc, moi, je pense que tant que cette question ne sera pas réglée, soit par l'extension de la métropole, mais ça, je crois que c'était un temps. Là, aujourd'hui, il vaut mieux travailler à des coopérations renforcées, voilà, pour que chacun conserve, finalement, son identité, ne se sente pas aspiré par le grand méchant métropolitain. Mais par contre, je trouve que le péage urbain, me semble-t-il, au vu des changements qu'on initie
et qui quand même génère beaucoup de stress chez les gens, dans une période qui est en plus marquée par la sortie d'une crise pandémique qui n'avait jamais existé, avec des maladies mentales, avec une explosion des maladies psychiques et mentales qu'on n'a jamais vues en France. Voilà. Donc aujourd'hui, ça se cristallise quand même un peu sur les mobilités. Enfin, vous le voyez au quotidien, sur les vélos, avec les taxis, avec les piétons. Il y a quand même besoin d'un appel à la tolérance sur l'espace public. On parle toujours de séparer les modes, chacun sa voie, chacun... Bon, il y a des endroits quand même où si l'espace est suffisamment large, supporter un vélo à côté de soi lorsqu'il roule tranquillement, je pense qu'un piéton peut l'accepter. Enfin, il y a quand même aussi un appel à la tolérance sur ce partage d'espace public qui me paraît important. Et le péage urbain, c'est un débat qui est intéressant. Il me semble un peu prématuré pour une ville de Montpellier qui a quand même bien d'autres sujets à traiter avant, me semble-t-il. Vous vouliez réagir, Monsieur Ferrer, un instant? Non, d'accord. Oui, je trouvais la question intéressante parce qu'effectivement, on sent bien que le problème du transit motorisé en ville est un problème important. Et par contre, je pense que la question de la tarification et du péage urbain, elle risque de poser les mêmes problèmes que la ZFE, c'est-à-dire que seul, on va faire une différence entre les riches et les pauvres. Et il y a des outils qui permettent de répondre à ça sans présenter ces désavantages. Ce sont les zones à trafic limité, qui ont les mêmes effets que les ZFE sans l'inégalité économique et sociale, et les plans de circulation anti-transit à l'échelle de toute la ville, de manière à ce que, en supprimant des passages à un certain endroit, on ne reporte pas le transit dans d'autres endroits. Donc, je pense que monsieur a raison de poser cette question, de chercher tous les moyens d'empêcher le transit, et je pense que les solutions, c'est plutôt du côté zone à trafic limité et plan de circulation anti-transit à l'échelle de la ville. Je vous remercie. On va prendre une question là, sur l'amphi, puis je redescendrai. Merci. Bonsoir. Je suis Julia Monavon, je suis en 3e année de bi-licence économie sciences politiques ici à la faculté d'économie et à la faculté de droit et sciences politiques en centre-ville. Alors, j'ai pas pu avoir le début de votre conférence, mais quand je suis arrivée, vous avez parlé du possible financement par les habitants de la métropole, et vous avez parlé du rôle des banques territoriales qui pourraient participer à déployer ce type d'offres, et je voulais savoir par quels canaux ça va passer ces offres de financement. C'est Julien Eustache donc, qui évoquait cette possibilité. Allez-y. Alors, vous avez fait un tout petit mix, mais c'est parce que j'ai pas été très clair, je pense. En fait, je parlais effectivement du fait que ça pourrait avoir du sens de proposer aux habitants de la métropole de financer une partie, par exemple, de la ligne 5. C'est ce que je prenais en exemple, et c'est un peu ce qu'a fait la commune de Brest sur le déploiement d'une nouvelle ligne de tramway, et je pense que c'est fondé de sens parce qu'il y a ce côté acceptabilité qui, je pense, est plus simple, parce qu'on s'approprie toutes et tous plus directement encore cette nouvelle infrastructure. Et après, la question des banques régionales était relative à la question que l'on m'a posée sur quant à savoir si Enerfi pouvait financer, réaliser des microfinancements pour aider, par exemple, des familles à s'équiper de véhicules électriques. Et ce que je disais, c'est que c'est pas tellement notre vocation, de par notre métier. Je l'ai dit, on est 37 dans l'entreprise. Et il faut quand même avoir des ressources humaines significatives pour gérer ce type d'offres-là. Et c'est pour ça que pour ces offres, les banques régionales me paraissent beaucoup plus adaptées pour le faire. Merci. On peut prendre une question là, et puis après je descendrai le micro. Bonsoir. Le titre de la table ronde était mobilité douce dans les métropoles. Comment accélérer? Alors on a bien vu qu'on a déjà pas mal accéléré à Montpellier, mais la question s'adresse du coup à tous les trois sur qu'est-ce qu'on doit viser effectivement pour accélérer, quel type de public. Tout à l'heure vous donniez des chiffres où on voyait que la circulation automobile, l'usage de l'automobile avait diminué de seulement 5% pour ceux qui étaient hors métropole de Montpellier, enfin hors ville de Montpellier, alors que au sein de la ville, elle avait diminué de 15%, l'usage du véhicule à peu près, j'ai plus les chiffres en tête. Est-ce que du coup, c'est pas ces personnes-là qui sont dans l'agglomération ou hors agglomération qu'il faudrait viser, et qu'est-ce que vous proposez du coup par rapport à la ville de Montpellier ou les métropoles en général? Peut-être que le multimodal peut être une solution aussi.
Oui, répondez Julie Fraîche, même si vous avez répondu en partie pendant le débat. Non, mais je trouve qu'effectivement le débat a été très montpelliérain, et d'ailleurs c'est ma faute, hein. J'ai cité des aménagements de Montpellier, voilà. Mais là où vous avez parfaitement raison, cette stratégie, elle ne doit surtout pas s'adresser qu'à Montpellier. Elle doit s'adresser aux 31 communes de la métropole. Alors moi, j'ai envie de dire, par rapport au volontarisme affiché dans la métropole et au fait de creuser des inégalités, déjà, il faut absolument offrir des alternatives à tous les gens qui habitent Fabrègues, Sussargues, Restinclières, qui n'ont absolument pas le même accès à la mobilité que effectivement la personne ou les salariés qui travaillent rue Maguelone ou avenue de la République ou rue de la République, rue Maguelone. Voilà, donc en ce sens, je trouve que vous avez parfaitement raison. C'est aussi, je crois, l'importance de travailler à un niveau supérieur, au-delà des frontières de la métropole. Et pour travailler au-delà des frontières de la métropole, il faut effectivement travailler aussi bien sur dans les branches ferroviaires, notamment dans le cadre du projet du gouvernement sur le réseau express ferroviaire, mais pas seulement, aussi sur des branches routières. Comme on va mettre en place dans la métropole de Montpellier des bus à haut niveau de service, il faut qu'il y ait des cars à haut niveau de service qui aillent jusqu'à Lunel, Sommières, Ganges, Poussan, Vic-la-Gardiole. Voilà, tous ces territoires qui aujourd'hui sont des îles, voilà, sont loin des gares ferroviaires, sont loin de l'axe Montpellier-7, Montpellier-Lunel, avec effectivement des secteurs qui fonctionnent très bien, avec Bayard, ça c'est grâce au contournement de Montpellier, mais on sait que pour améliorer la desserte ferroviaire, il va falloir attendre 2034 pour le tronçon Montpellier-Béziers et 2039 pour le tronçon Béziers-Perpignan. Donc il faut absolument travailler, et là c'est avec les intercommunalités qui sont autorité organisatrice de la mobilité ou avec la région qui gère la mobilité pour ces territoires. Et là, peut-être que c'est un peu technique, mais moi je crois que l'importance sur ce sujet, c'est la question de l'émiettement de la gouvernance mobilité. Aujourd'hui, les métropoles, elles font ce qu'elles veulent. Elles veulent faire du vélo, il n'y a pas de problème, elles sont gestionnaires de la voirie, parce que c'est de la voirie métropolitaine. Elles veulent mettre en place une ligne de bus, aucun problème. Elles ont leur exploitant, elles le gèrent par DSP, par régie, aucun problème. Vous êtes hors métropole, voilà, vous n'êtes pas gestionnaire de la voirie, c'est une voirie départementale. Vous avez la chance d'avoir la compétence mobilité, vous pouvez faire des choses, mais à une échelle qui ne vous permet pas d'avoir l'économie d'échelle pour réaliser des choses. Et ça, on n'en parle jamais. Systématiquement, voilà. Et donc, du coup, cette distorsion d'accès à la mobilité entre les métropolitains et les hors-métropolitains, ça nourrit le discours entre les urbains et les ruraux, ça nourrit le discours de la relégation sociale, ça nourrit le discours du déclassement. Voilà. Alors qu'on ne parle jamais de qui gère la mobilité, la voirie, le vélo hors métropole. Et donc, systématiquement, on accuse les métropoles, finalement, d'être responsables de creuser les inégalités sans se poser la question majeure du périmètre administratif, est-ce qu'il correspond à la réalité des déplacements vécus par les citoyens, et effectivement, qui gère la compétence mobilité hors métropole. Et ça, c'est une vraie question, et à mon sens, elle n'est jamais évoquée. Excusez-moi, je vais dire. Vous étiez très enthousiaste, eh bien, il ne manque plus qu'à faire une proposition de loi, vous avez des députés. Alors, comme le temps passe et que nous approchons de la fin, je vais laisser le micro là, une ou deux questions. Et puis une question là, j'ai vu si on peut synthétiser ça sur 5 grosses. Bonjour, Ronan Pérez. Alors moi j'ai une petite stat qui est sortie dernièrement, c'est les importations européennes de pétrole vont être divisées par 2 à 20 d'ici 2050. C'est-à-dire que dans 25 ans, il y aura 2 à 20 fois moins de pétrole. Ce qui fait que, fatalement, comme tout le monde n'est pas encore à 100% électrique, il y aura quand même moins de trafic. Et pour autant, j'entends quand même mobilité douce, vélo, tramway, et d'un autre côté, j'entends plus de sorties au niveau de la 709, et j'entends le COM. Alors, on n'aurait pas idée de faire une autoroute entre Montpellier et Castelnau, et pourtant on va en faire une entre Montpellier et Saint-Jean-de-Védas. Alors, est-ce que l'Ouest est le parent pauvre de la métropole ? Voilà.
Absolument pas. D'ailleurs, il suffit de demander au maire de l'Ouest. On n'a aucun problème là-dessus. On assume parfaitement le fait de défendre le contournement ouest de Montpellier. Voilà, parce que effectivement, la métropole en a besoin et qu'aujourd'hui, en fait, même si ça chagrine certains, en fait, cette route, on en a besoin parce que le trafic automobile aujourd'hui, il existe. Et ce trafic de transit, qu'est-ce qu'il fait ? En fait, il passe dans des rues qui sont inadaptées à accueillir un tel niveau de trafic. Et dans le contournement ouest de Montpellier, ce n'est pas une autoroute, en fait, c'est un aménagement et une infrastructure qui est réalisée sur une infrastructure qui est déjà existante, en fait, pour diviser les flux. Tous les maires de l'Ouest défendent ça depuis 27 ans. 27 ans. Mais je vous ai pas, mais c'est quand même, je vous ai pas interrompu. Mais pas du tout, mais ça c'est le fantasme, pas du tout. En fait, mais c'est absolument faux. Il faut arrêter. Mais moi, je n'arrive. C'est la première fois qu'on entend ce chiffre. Vous avez posé votre question. J'arrive pas à débattre comme ça. Répondre. J'arrive pas à débattre comme ça. Il y a un endroit où en fait il y a la desserte des entreprises, la desserte effectivement de la RM5 qui conduit à la Vérune, Pignan, Cournonterral et Cournon-Sec, et effectivement les voies de contournement. Donc si sur une petite partie, je crois que c'est peut-être 150 mètres, effectivement, si vous additionnez toutes les voies de dessert des entreprises, de desserte de la RM5 et des futures voies de com, voilà. Mais c'est absolument pas représentatif du contournement ouest. Ça, c'est pour, voilà, ça c'est faire du sensationnalisme pour rien. En fait, il faut penser aux gens qui, aujourd'hui, à l'ouest de la métropole, tous les matins, mettent 1h45, en fait, pour conduire leurs enfants de Cournonterral jusqu'au lycée Clémenceau. Parce qu'aujourd'hui, le lycée de rabattement de tous les gens qui habitent dans ce secteur, ils mettent 1h45 tous les matins. Moi, je vois des gens en réunion publique, lorsque j'étais à Pignan, devant 400 personnes, des mères de famille qui pleuraient le matin, en disant « mais je ne sais plus faire, Madame Fraîche. On met 3 lignes de bus. Elles ont des fréquences en heure de pointe de 10 minutes. Mais la ligne de bus, elle est dans les embouteillages. Ça ne réglera pas le problème. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On a essayé d'améliorer les choses. On met un bus tram numéro 4 qui va relier Cournon-Sec à Genevaux. À Genevaux, il va y avoir un parking relais de 400 places où il y aura la ligne 5 de tramway avec un temps moyen d'attente de 3 minutes. Voilà, ça c'est notre projet. Et à côté de ça, l'État a délégué à Vinci le contournement ouest de Montpellier que nous soutenons. Et il y aura effectivement une séparation du trafic au niveau de Genevaux. D'une part, pour laisser passer le trafic entre la RM5 et la route de la Vérune dans le sens des communes de l'ouest vers le centre de Montpellier. Et dans l'autre sens, effectivement, entre Juvignac et Saint-Jean-de-Védas, effectivement, on soutient ce projet de contournement routier, mais on le défend aussi dans l'autre sens. Quand vous voyez aujourd'hui la congestion automobile qu'il y a à Vendargues, et on ne peut pas nous accuser de ne pas mettre en place des projets alternatifs à Vendargues. On va faire la bus tram numéro 1 avec 83% de sites propres, dont les travaux commencent le 6 décembre, qui va relier la place de l'Europe jusqu'à Castries. À Vendargues, le feu qu'il y a à l'angle de Vendargues, vous avez une congestion automobile avec une remontée de fil qui prend 4,9 km. Donc moi, j'entends en fait qu'il ne faut pas faire des routes supplémentaires, raison pour laquelle on défend que ces voiries se fassent sur des infrastructures routières existantes. C'est 6,2 km du contournement ouest de Montpellier qui viendra relier la 9 et la 75 et qui permettra de soulager l'avenue de la Liberté, de faire passer, pourquoi pas, un bus à haut niveau de service et surtout en fait d'améliorer la qualité de vie de tous les gens qui habitent à la Martelle, à Selle-Neuve, tous les gens qui habitent effectivement le long de l'avenue de la Liberté, dont la qualité de vie est considérablement impactée par les 44 000 véhicules jour qui passent par l'avenue de la Liberté et qui demain passeront sur le contournement routier loin de là où les gens habitent, parce qu'on est en pleine zone commerciale. Alors, une avant-dernière question, si vous pouvez faire court, et puis ensuite je descendrai le micro, et on sera obligé de conclure. Merci beaucoup. Je m'appelle Guillaume Verne, je suis étudiant en master d'économie ici même. Petite question économique. Il y a beaucoup d'investissements qui sont mis en place donc là sur les mobilités douces, il y a le tram gratuit. Et d'un autre côté, on est dans une situation économique assez compliquée avec l'inflation et je pense que la ville et la métropole sont pas mal touchées au niveau de leur endettement. Ma question, c'est aussi un petit peu une inquiétude. Est-ce que nos institutions locales, donc la ville et la métropole, ne vont pas se retrouver sans financement et sans moyens d'agir donc par les trams gratuits sur d'autres politiques publiques, pour faire simple?
collectivités territoriales, de toute manière, effectivement, l'endettement, on est sur des budgets d'investissement, pas sur des budgets de fonctionnement. Le coût de la gratuité, c'est un budget de fonctionnement. Moi, j'ai envie peut-être de citer un chiffre. Sur toutes les enquêtes mobilité qui sont réalisées au niveau national, entre 1994 et 2019, les parts modales de chaque mode n'ont pas bougé d'un iota. C'est-à-dire qu'entre 1994 et 2019, la part des déplacements en voiture est de 68%. La part des déplacements, la marche, c'est 23%. La part des TC, c'est 9%. Et la part du vélo, c'est 2%. En fait, avec l'augmentation de la population, et là je parle effectivement, ce sont des données au niveau national. Et on a beau avoir construit des tramways, faire des lignes de métro, développer les modes alternatifs, les parts modales, elles ont été inchangées. Donc nous pensons, en fait, qu'il faut oser des mesures radicales pour faire bouger les lignes. Voilà. Alors, la gratuité des transports, c'est un vrai débat. Aujourd'hui, les 2 premières phases de la gratuité, c'est 10 millions d'euros. C'est pratiquement 3 millions d'euros pour la première phase, gratuité du week-end et baisse de 10% sur les abonnements. La deuxième phase, pour les moins de 18 ans et les plus de 65 ans, c'est 6,7 millions d'euros. Ça fait 10 millions d'euros en tout. Sur les 2 derniers budgets, ça n'a absolument pas entamé l'autofinancement de la métropole. Aujourd'hui, le vrai défi de la métropole, c'est la gestion des déchets. Et qu'aujourd'hui, on hérite d'une situation où lorsqu'on ferme les casiers de Castries sans aucune solution, et qu'en plus, on est immoral, c'est-à-dire qu'on va mettre les déchets chez les autres, c'est-à-dire dans les Pyrénées-Orientales, et que le coût de fonctionnement du transport de ces déchets à 150 km de chez nous, ça c'est le vrai problème de la métropole. Nous pensons qu'en termes de mobilité, compte tenu de l'urgence climatique, où le débat c'est plus de ne pas augmenter la température de 1,5 degré sur la planète, c'est plus de le stabiliser et de ne pas faire plus, nous pensons qu'il faut oser des mesures radicales, volontaristes, pour essayer de faire bouger les choses. Parce qu'en l'espace de 40 ans, malgré tous les efforts qui ont été faits pour rajouter des infrastructures, les parts modales, elles n'ont pas bougé d'un iota. Julien Eustache, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, parce que je trouve qu'elle est très importante, cette question des moyens. Vous avez raison, c'est une bonne question. Et je vais peut-être dire un truc qui va vous surprendre, mais moi, je suis assez convaincu que c'est notamment aux entreprises de jouer ce rôle de financeur. Il y a le versement mobilité qui existe. Et moi, je pense que c'était une question que vous souhaitiez poser, je crois. Oui, tout à fait. Oui. Sur les collectivités qui veulent déplafonner ce versement mobilité. Oui, et je pense qu'en fait, c'est une des voies qu'il faut explorer. Et en tout cas, moi, je suis tout à fait favorable parce que au rugby, on dit que tout le monde va aller au paradis, mais personne ne veut mourir. C'est un peu la même chose, en fait, pour la transition énergétique. Il va falloir qu'on mette la main à la poche, nous, les entreprises, au premier chef. Et je pense que c'est vraiment essentiel. Il faut dire les choses. Et ceux ou celles qui sont plutôt contre de tels propos, je pense que il faut voir les choses, la réalité en face. Et les entreprises ne sont pas toutes en crise, loin de là. Je peux vous le dire, à Enerfip, on n'est pas en crise. Et donc, si on peut contribuer à notre échelle à ce que le territoire nécessite en termes d'investissement, il faut le faire, parce que c'est notre avenir collectif commun et ça fait du sens. Madame Fraîche, vous vouliez... Oui, je voulais dire aussi que sur le financement de la gratuité des transports, il ne faut pas comparer tous les territoires. Tout le monde n'est pas dans la même situation. Nous, on a la chance à Montpellier d'avoir une attractivité et un dynamisme du versement mobilité qui est vraiment inégalé en France. Entre 2020 et 2023, le versement mobilité qui est versé, qui est l'impôt qui finance la mobilité, qui est versé par les entreprises de plus de 11 salariés, est passé d'une recette de 90 millions d'euros à 113 millions d'euros au budget 2023. C'est-à-dire que ça couvre le coût de la gratuité des transports, qui est estimé aujourd'hui entre 30 et 35 millions d'euros, ce qui représente 5,7% du budget de fonctionnement de la métropole. Voilà, il faut remettre les choses à sa juste valeur. Je vous demande si vous vous intéressez aussi au coût d'entretien des routes. Ça va, je pense, intéresser votre collègue. Ça c'est quelque chose qu'on me demande jamais. Combien ça coûte à la collectivité et à la métropole d'entretenir les routes ? Voilà, ça c'est un vrai sujet. Les routes sont gratuites, ça choque personne.
Voilà. Bon, ben nous, effectivement, nous défendons la gratuité des transports. C'est un choix politique que nous assumons pour prendre des mesures radicales parce que nous pensons que l'urgence le nécessite. Merci. Alors, une dernière question là, et puis une dernière peut-être question juste derrière. On sera obligé de... Bonsoir. Alors moi, c'est Amélie. Je suis adhérente de Vélocité. Je vous ai entendu sur la question de l'anneau vélo et je voulais revenir dessus. Donc, je pense qu'on peut que se réjouir d'une ambition pareille sur cet anneau vélo. Je pense que c'est vraiment essentiel aujourd'hui d'avancer pour cette fluidité du trafic. Et pour autant, je trouve que s'il y a quelques tronçons actuellement construits qui sont remarquables, type la rue Saint-Louis par exemple, il y en a qui sont déplorables. Là, je parle juste d'Albert Ier vite fait parce que je pense que les aménagements qui sont actuellement commis vont être dépassés le jour même de l'inauguration. Donc c'est un peu dommage d'investir autant d'argent pour quelque chose qui sera déjà dépassé demain. Et ensuite, je voudrais revenir sur une petite phrase que vous avez dit. Le cours Gambetta, c'est traité. Alors si le cours Gambetta est traité, on a un problème parce qu'en fait, le cours Gambetta aujourd'hui, il est que dans un seul sens. Or, pour l'anneau vélo, il n'est pas question qu'on tourne systématiquement dans le même sens. On n'est pas des Shadocks, voilà. La deuxième chose, c'est que sur le cours Gambetta, on a à nouveau des bordures arrondies qui sont anxiogènes, accidentogènes pour les vélos, puisque les voitures du coup peuvent passer par-dessus et qu'elles sont invisibles la nuit. Et donc on a déjà des accidents de vélo qui sont recensés depuis quelques mois, et enfin qu'on compte en fait sur le fait que les cyclistes vont désobéir, puisque comme on a aménagé le cours Gambetta uniquement dans un sens et que le même que celui des voitures, on attend patiemment que les vélos prennent tous à contresens cette superbe piste cyclable, et que du coup ils se mettent en infraction et en danger parce qu'on n'a pas fait les aménagements nécessaires. Et là, on ne peut pas dire que le cours Gambetta, il est traité. C'est pas possible. Alors, je vais vous répondre sans aucun problème. Le cours Gambetta, en fait, il est dans un sens aujourd'hui, parce que, en fait, pour le mettre dans l'autre sens, il faut qu'on gère tous les carrefours à feu du tramway. Et ça, en fait, c'est des délais et des dossiers réglementaires qu'on doit dépasser. Ben oui, mais en fait, il y a une réalité. Je comprends, franchement. Enfin, je comprends. Vous êtes membre d'une association et vous faites exactement votre job. Moi, je suis obligé de vous dire, en fait, les contraintes qui sont les nôtres. Et qu'aujourd'hui, sur le cours Gambetta, il y a 2 carrefours à feu qui sont soumis à des remises de dossiers réglementaires au SRMTG, qui est l'instance de régulation qui donne les autorisations de circuler pour les tramways. Et voilà. Et donc, le SRMTG, le moindre dossier, c'est entre 6 mois et 18 mois. Voilà. Et autant vous dire que ça m'agace beaucoup plus que vous. Voilà. Mais c'est des contraintes réglementaires qu'on est obligé d'intégrer. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On fait ce que M. Ferrer me dit toujours, faisons de l'urbanisme tactique, en assumant effectivement que lorsqu'on met en place ces aménagements, ils ne sont pas parfaits, parce qu'effectivement, c'est que dans un sens. Mais ne vous inquiétez pas, le deuxième sens va arriver. Il suffit juste qu'on ait le SRMTG qui nous donne la validation finale sur ce dossier réglementaire. Si on avait mis en double sens avant que le dossier du SRMTG ait été validé, s'il y avait eu un accident, voilà, la responsabilité pénale de la ville et de la métropole aurait pu être engagée. Pour Albert Ier, on est sur une voirie, on fait un aménagement de 3 mètres, j'entends, j'ai posé la même question au service. Aujourd'hui, on n'est pas en capacité de faire un aménagement plus important, à moins d'une nouvelle modification circulatoire. Nous assumons que les modifications circulatoires ont été suffisantes pour ce mandat. Nous n'en ferons pas de nouvelles, voilà, parce qu'il faut le temps que les travaux se terminent, et je crois qu'il y en a suffisamment. Sur la question, effectivement, des bordures, nous assumons aussi, je peux vous faire lire les différents courriers que nous avons reçus de la préfecture, je pilote, à la demande du président, des nouvelles réunions avec les services de secours. Aujourd'hui, dans la métropole, là aussi, il y a un retard, il n'y a que 2 casernes pour le SDIS, et lorsqu'il y a un accident, en fait, il n'y a que les services de secours ne peuvent venir que des 2 casernes existantes, l'une qui est à la Paillade, l'autre qui est à Gramont. Et donc, en fait, les services de secours aujourd'hui sont extrêmement perturbés. Alors, vous me direz, d'abord par les travaux, c'est vrai, mais aussi par des modifications circulatoires qui augmentent et intensifient la congestion sur certains axes, et ils nous disent, mais chaque seconde compte. Et ça, je suis désolé, on est obligé de l'entendre. Donc il y a certains, je voulais terminer, sur certains axes, effectivement, il y a la question des secours. Il n'y a pas que la question des secours, même si elle répond à 90% des sujets.
Après, il y a un sujet de transition. On ne peut pas supprimer toutes les places de stationnement sur voirie. Il y a encore des gens qui ont besoin, et moi j'ai plein d'associations qui me disent oui, plus de pistes cyclables et tout. Ah mais par contre, il nous faut encore du stationnement parce que moi je mets ma voiture. Voilà. Donc en fait, il y a aussi des endroits où on a fait des bordures franchissables parce qu'il y a des gens, en fait, ils garent leur voiture dans la rue. Voilà, je veux dire. Et il y a aussi des sujets de livraison. Il y a encore des livreurs, on n'a pas d'espace de stockage. La logistique urbaine, ça a été un zéro. Ça a été un sujet qui n'a jamais été traité par la métropole de Montpellier. Rien. On n'a aucun espace de stockage logistique, alors qu'on a un besoin qui a été estimé entre 40 000 et 70 000 mètres carrés d'espace de stockage. On n'en a pas un. Voilà. Donc il faut aussi laisser les livreurs pouvoir livrer les commerces. Donc, effectivement, on assume le fait que moi, j'aimerais faire des aménagements route-demande parfaits, avec la bordure chanfreinée, au top et tout. Mais ça veut dire, en fait, du coup, aller à l'encontre des services de secours pour qui chaque seconde compte lorsqu'il y a un accident et où la vie est en jeu. On prend aussi en compte la question du stationnement des résidents qui ont besoin de stationner leurs véhicules sur l'espace public, même si on incite au maximum à ce que les parkings en ouvrage soient plus utilisés que le stationnement sur voirie. On n'a pas renoncé à l'extension du stationnement payant partout dans la ville. Ça ne nous a pas empêché d'avoir des polémiques extrêmement importantes, des difficultés, rue de la Vieille Poste, pour les salariés et les agents du CHU, sur la rue de la Truelle. Voilà, on assume ces difficultés-là. On continue. Voilà, mais ces bordures franchissables, effectivement, elles sont là pour 3 raisons. On est d'accord, c'est pas la panacée. On est dans une phase transitoire. Voilà. Aujourd'hui, moi, je préfère voir les vélos à double sens sur un aménagement à Gambetta qui n'est pas parfait, plutôt que sur la plateforme de tramway, qui met en danger le cycliste et qui met aussi en danger et en insécurité le conducteur de tramway qui a peur de l'accident. Et qu'aujourd'hui, force est de constater que la majorité des vélos est sur l'aménagement cyclable. Il n'est plus sur les trottoirs avec les piétons, il n'est plus sur la plateforme tramway. Et que ces bordures, en fait, elles doivent être traitées non pas de manière homogène, elles doivent être traitées au cas par cas. D'abord avec la problématique de secours, on essaie d'y apporter des solutions. Le président Michael Delafosse a lancé 2 nouvelles casernes, une au niveau de la Restanque dans le quartier des Prés d'Arène, une autre à Montferrier, ce qui va évidemment permettre aux services de secours d'organiser leur trajet en fonction de la caserne de laquelle ils viennent. Donc il faut entendre qu'on est dans une phase transitoire. Et pour ces aménagements qui sont quand même difficiles à vivre, il faut aussi entendre les considérations et les contraintes des autres. Moi, j'entends les contraintes des livreurs et des commerçants qui ont besoin de se faire livrer. On essaie de trouver le compromis. Alors, par endroit, je suis d'accord avec vous, il n'est pas parfait. Mais ces bordures franchissables, elles dureront un temps. Voilà. C'est pas définitif. Merci. Toute question? Je suis assez émue parce que c'est ma première réunion sur la mobilité douce. Donc il y a beaucoup de chiffres, beaucoup de passion. J'ai pas tout retenu, mais je voudrais poser une question à Monsieur Ferrer sur justement la sécurisation des pistes cyclables. Je reviens aux 4 boulevards. On peut pas satisfaire tout le monde, j'entends. Mais moi, je fais du vélo depuis que je suis toute petite et je peux plus sortir de chez moi, même avec. C'est dommage. Parce qu'on n'a même plus de ligne blanche, on n'a plus de bordure, on ne peut pas circuler concrètement. C'est même pas un axe de transit pour moi, c'est mon pas de porte. Voilà. Donc comment Vélocité pourrait nous aider à sécuriser une partie de ces 4 boulevards? Oui, c'est vrai que le collectif a promu des visuels avec un aménagement avec une piste cyclable bidirectionnelle d'un côté qui, du coup, sont des riverains qui acceptent de perdre du stationnement et un sens de circulation de l'autre. Et c'est vrai qu'il se trouve qu'on a une situation qui ressemble beaucoup avec la découverte des réseaux enterrés EDF au niveau de Berthelot, où il y a eu un passage à sens unique qui s'est effectué sans qu'il y ait d'alternative pour le sens qui n'existait plus. Et donc, oui, nous, on se dit que c'est intéressant de tester ça sur la continuité en tactique, puisque on a vu que du côté Berthelot, on avait perdu un sens sans qu'il y ait d'alternative par ailleurs. Parce qu'il y a
souvent une illusion quand on réfléchit à la modification des circulations, et surtout quand on impacte la voiture, on se dit mais par où vont passer les gens? Parce que l'erreur c'est de penser que tout le monde est toujours en voiture. La question c'est pas par où vont passer les voitures, mais c'est par où vont passer les gens. Et les gens, si on leur donne des alternatives, ils peuvent abandonner la voiture. Et la question n'est plus alors de faire du report de trafic, mais du report modal. Et pour ça, il faut des solutions de bout en bout sur des itinéraires. Donc une alternative pour donner une solution aux personnes qui actuellement sont coincées, prisonnières de la voiture, dépendantes de la voiture. Ça sera le mot de la fin, si vous voulez bien. Donc en conclusion, on peut dire que les mobilités douces sont en marche, mais que ça prend du temps et qu'en attendant, il faut être tolérant. Merci à vous pour votre participation. Merci au public.